Et quand on a la maladie de Lyme, bien souvent, dans 90-95% des cas, on a les co-infections. C'est pas une simple petite fatigue qu'on a quand on a un rhume, c'est même une fatigue qui va au-delà de ce qu'on a en cas de grippe. On est HS, à plat. Beaucoup de gens n'aiment pas entendre ça, mais c'est une réalité aujourd'hui. Les tests français ne sont pas correctement calibrés. Mais il y avait toujours une explication plus ou moins rationnelle. Donc la parasite belle venait d'un nerf ici qui s'était enflammé, les corps flottants venaient d'une quelconque raison, les crampes, manque de magnésium. Parce qu'en fait, personne ne savait. J'ai pas fait d'autres systèmes de santé, mais en France, on a, je pense, un peu de mal de dire je sais pas. Et on a plus tendance à dire c'est dans la tête. Et quand on vous dit donc c'est dans votre tête, et que l'entourage commence à le croire, ça va très très vite de toucher le fond à ce moment-là. Dry Talks. Salut Muriel. Salut. Comment tu vas? Ça va? Je me cogne déjà dans le micro pour redémarrer. Merci pour ce nouveau setup. C'est la deuxième prise, parce que la première, il y a eu un petit bug, mais c'est pas grave. Je suis content parce que je vais apprendre encore plus de choses. J'en ai appris pas mal la première fois. Mais on va pouvoir le refaire et insister sur des points que j'aurais aimé insister. Mais pour que les gens sachent, on va parler de maladies chroniques, on va parler d'errance diagnostique, on va parler d'errance thérapeutique à travers ton histoire, à travers une pathologie qui est méconnue, la maladie de Lyme. Moi, je la connais plutôt en urgence, mais tu vas pouvoir nous raconter qu'il y a une toute autre partie de cette maladie qui est possible. Et donc, ça va être cool, ça va être bien. Ok. J'espère, en tout cas. Mais on va commencer par te présenter, Muriel, s'il te plaît, ou tu peux commencer par te présenter. Allez, Muriel, donc, comme tu viens de le dire, je m'appelle Muriel, donc je travaille avec toi depuis maintenant 6 mois à la clinique, avec toi et toute l'équipe, dont une partie est là et on ne la voit pas. J'ai 53 ans, pour tout dire, et donc j'ai la maladie de Lyme depuis 2001. Ok. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est la maladie de Lyme et comment tu as commencé, enfin, quel est ton parcours médical à travers cette maladie? Et moi, je vais pouvoir après, si jamais tu parles trop compliqué ou trop ou moins moldu, on va dire, pouvoir donner plus de définition, pardon. Ok, super. Bon, je vais essayer de le résumer un petit peu parce que c'est un parcours qui est effectivement très long. Donc la maladie de Lyme, c'est une maladie que l'on contracte par une morsure de tique, enfin par d'autres possibilités aussi. On sait aujourd'hui que parfois le moustique peut éventuellement, possiblement infecter les gens, mais à la base c'est la morsure de tique. Et quand on a la maladie de Lyme, bien souvent, dans 90-95% des cas, on a les co-infections. Donc le joli package borréliose, mais en plus on a la bartonelle, la babésiose, l'érikétiose, bon j'en passe, il y en a encore plein d'autres que je ne connais pas. Pour moi, ça se limite à la borrelia, plusieurs types de borrelia, parce qu'on a des souches différentes. J'ai pas eu trop de chance, visiblement, parce que j'ai une souche sud de l'Allemagne et une souche américaine. Donc Borrelia burgdorferi pour la plus connue, Gareni pour la deuxième, et j'en ai une autre qui a un nom un peu plus compliqué, Abzeli je crois, et bartonelle et babésiose pour moi. Ok. Alors, on est en 2001. Oui. Alors, moi, je connais à peu près l'histoire, mais tu vas pouvoir nous la raconter. Moment très particulier de ton histoire. Alors, raconte-nous exactement de la morsure, de cette fameuse morsure, jusqu'à... je t'arrêterai. Allez, ça marche. La morsure, c'était en fait pour mon mariage. Donc en 2001, on avait décidé de le fêter dans un club équestre du sud de l'Allemagne. Et le matin, je me suis réveillée avec une plaque sur la jambe, un truc genre cette taille-là, très très tendu, très rouge, et ça grattait énormément. Je trouve un animal dans le lit, donc, qui semblait à... Enfin, il n'avait pas survécu, hein, mais bon, c'était un petit... ça ressemblait à... J'aurais pu dire une araignée, en fait, il était, bon, plus véritablement identifiable. Donc je suis allée à la pharmacie, pensant que c'était une araignée ou une petite... Très petit, hein, très très petit. Et ils m'ont donné une petite pommade à passer dessus. Bon, ce que j'ai fait, ça grattait moins, l'érythème a un petit peu diminué de taille, mais ça m'a un petit peu gênée. Et tout a commencé une semaine après, lorsque j'ai eu des gros symptômes grippaux. On était en août. D'accord. Donc j'étais sous la couette avec des tas de couettes jusque-là, j'avais froid, je grelottais. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'avais d'énormes douleurs lombaires. C'était très très violent au niveau des douleurs lombaires. De la fièvre, et bon, j'avais l'impression que j'avais pris un virus, quelque chose, mais sans plus. Donc j'ai pris du paracétamol, je suis allée voir le médecin, il m'a dit vous avez dû attraper quelque chose, mais bon, c'est passé. Tout s'est bien passé, et 3 mois après, un autre épisode. Donc,
Je reconsulte, le médecin me fait quelques tests, etc., mais c'est quand même bizarre, tout ça. On fait des tests divers et variés, de paludisme, de choses, parce que je voyageais beaucoup à ce moment-là. On trouve rien, on classe. Mais ça revenait constamment, donc de plus en plus, et je me sentais de plus en plus mal. Grosse fatigue, douleur articulaire, ça allait pas. Mais le temps passait, donc on ne trouvait pas, donc on a laissé passer 1 an, 2 ans, et ainsi de suite. Donc les choses se sont un petit peu, par moments stabilisées, et par moments il y avait des poussées, avec des espèces de crises. Ok, donc du coup là tu l'as très bien rencontré a posteriori, parce que là tu as un fil conducteur qui nous mène vers cette pathologie, mais pour que les gens comprennent mieux. Donc du coup la première infection, je suppose qu'on l'a traité comme n'importe quel syndrome grippal C'est ça. ou infection virale, même si on était en août. Toi, t'avais pas du tout l'idée relier cette morsure de tique à cette infection grippale. Enfin, maintenant, on va l'appeler infection grippale. Et après, par la suite, t'as parlé de 1 ou 2 ans. T'as parlé de recherche de paludisme ou d'autres pathologies. C'est ça. Est-ce que cette pathologie de Lyme, enfin cette maladie de Lyme avait un jour été évoquée? Est-ce que toi, tu avais fait le lien entre cette morsure de tique et tes symptômes? Comment ça s'est passé cette errance diagnostique et ton ressenti? Ok, alors ça a été un petit peu compliqué parce que moi je n'ai absolument pas fait le lien, j'avais aucune connaissance de cette maladie, absolument aucune, et visiblement autour de moi, que ce soit médecin ou pharmacien ou autre, ils n'avaient pas non plus une très grande connaissance. Donc quand j'ai vu que ça se dégradait vraiment, donc là on est vers 2006, 2007, je suis allée donc consulter un CHU, un centre d'infectiologie, où là on m'a fait vraiment une grande batterie de tests, dont le test de la maladie de Lyme, parce qu'ils y ont quand même pensé à partir d'un moment, donc 6 ans plus tard. Okay. On a fait donc un test qui s'appelait à l'époque ELISA, un test qui était, comme on le sait mieux aujourd'hui, pas très très bien calibré, et donc forcément, à chaque fois qu'on faisait un test ELISA, il était négatif. Donc pour eux, c'était une affaire classée, ce n'était pas une maladie de Lyme, et il fallait pas même plus en parler parce que ça avait été testé 2 à 3 fois, donc on n'avait plus besoin de l'évoquer. Donc on m'a proposé des traitements. À partir d'un moment, je suis tombée sur un médecin qui pensait une maladie tropicale, parce que je voyageais beaucoup, sans savoir trop exactement. Donc, elle m'a prescrit des antibiotiques à un spectre assez large, et elle m'a dit, on va voir ce qui se passe. 2 semaines, 3 semaines, c'était mieux. Il y avait quelque chose qui se passait, je sentais que c'était bien. Donc, je lui redemande si on pouvait rallonger un petit peu le traitement, ou refaire une 2e fois, ce qu'on a fait. Et elle m'a dit, bon, il y a quelque chose, vous réagissez au traitement, c'est clair, mais on a un protocole, vous pouvez pas avoir plus de 2 fois ce cycle de 3 semaines d'antibiotiques. Je ne sais pas ce que vous avez, mais il y a quelque chose, c'est évident, mais on ne peut pas aller au-delà. On a un protocole très strict, on ne peut pas vous prescrire sans savoir comme ça, etc. Donc j'étais un petit peu déçue, mais alors un petit peu mieux, j'ai encore laissé un petit peu le temps passer, on va dire. Sauf que 6 mois plus tard, ça a recommencé, c'était de plus en plus sévère à chaque fois. Entre-temps, j'ai eu une méningite. Là, ça a un petit peu commencé à inquiéter les médecins. Pareil, antibiothérapie, évidemment, pour la méningite, mais toujours sans soigner véritablement la cause. Donc, on soignait à chaque fois une crise sans savoir ce que c'était. Donc, je retourne voir d'autres médecins, on fait des électromyogrammes, on voit qu'il y a des problèmes au niveau des nerfs, d'un côté, de l'autre, c'était pas régulier. Et là, j'ai une paralysie de Bell. Bon, ça a commencé à faire beaucoup. Ça se voit plus, j'espère. T'as dit beaucoup de choses, pardon. Donc, méningite, c'est quand même quelque chose de sérieux. Ouais. C'est une infection du liquide céphalo-rachidien, des méninges. C'est pas une infection banale, du coup, ça peut être très grave. Juste, est-ce que tu peux nous dire, parce que ton état de santé, comment toi tu te sentais en 2006, quelle était l'évolution? C'était une évolution lente, c'était une évolution saccadée, c'était... Ok. Ouais. Et il y a un truc qui m'interpelle là, c'est que... donc du coup, t'as dit que la première ligne d'antibiotiques, c'était 2006. Est-ce que de 2001 à 2006, il y avait qu'une errance diagnostique sans... essai thérapeutique, sans traitement, où on a tenté des choses et ça n'a pas marché? Non, on n'a pas tenté des choses parce que, vu qu'on a fait beaucoup d'examens dans le paludisme, le Lyme, etc., les médecins, au bout d'un moment, me disaient toujours que c'était psychosomatique. Donc, on m'a donné des choses comme du Cymbalta, des choses comme ça, pour me dire, bon, faut mieux dormir, vous avez une grosse fatigue, vous avez du stress. Bon, je n'avais pas particulièrement. En plus, je savais. Donc, c'était très difficile à accepter que ça pouvait venir de moi. Et... donc plus communément, on disait que c'était dans ta tête et qu'il n'y avait rien... tout le temps, enfin, okay. On me le dit encore, malgré les examens positifs. Donc effectivement, cette errance m'a beaucoup affectée sur le plan
mentale. En plus des symptômes qui devenaient de plus en plus forts. Et les symptômes, pour quand même les citer, quelques-uns, donc c'était par exemple des corps flottants qui sont apparus dans ma vision, ce qui était très gênant, des douleurs articulaires qui se déplacent, ils sont jamais au même endroit, c'est-à-dire qu'on peut avoir une douleur articulaire ici, et 3 jours après elle passe au genou, elle passe au cervical, elle passe un peu partout. C'est une maladie qui ne reste pas en place. Voilà, elle bouge beaucoup. Et des crampes, des maux de tête, des frissons, des problèmes de peau. Voilà. Donc du coup, ça, c'était chronique, c'était tout le temps. Oui, tout le temps, mais par poussée. Par poussée, d'accord. Mais il y avait jamais un retour à ton état normal? Non, jamais. Okay. Alors, en 2006-2007, pour répondre à ta question, là où ça s'est vraiment amplifié, c'est qu'il y a eu une période, je me rappelle très distinctement, de 3 mois. Je n'ai pas pu sortir de chez moi pendant 3 mois. Donc j'avais les jambes qui me portaient plus. Ça tremblait, je me suis vraiment là inquiétée, donc je suis encore allée voir d'autres médecins dans le privé, puisque au CHU, on me disait que c'était, psychosomatique. Donc dans le privé, on m'a fait des examens, et là, ils ont dit, bon, ok, je pense qu'on a trouvé, j'ai vu un très très bon neurologue, 2-3 neurologues même sur Cannes, ça doit être la sclérose en plaques parce que tous les symptômes sont là. Effectivement, mes jambes faisaient ça, etc. Et IRM1, IRM2, scanner, enfin un tas d'examens qui n'affirmaient pas que c'était la sclérose en plaques, même si un des neurologues insistait que c'était en phase, on va dire, de développement et que j'allais probablement, dans quelques mois, avoir une positivité. C'est jamais arrivé, évidemment, je n'ai pas eu de sclérose en plaques. Donc j'ai perdu beaucoup de temps, encore avec ça, en essayant... On t'a traité pour la sclérose en plaques ou pas? Non, okay. non, on me voulait, mais j'ai pas accepté de... J'étais absolument convaincue que ce n'était pas ça. Là, à ce moment-là, quand on est en 2007, de mon côté, je fais des recherches. Okay. Parce que je commence à me dire, je suis dans une errance, je vais y laisser ma peau, parce que je ne pouvais plus rien faire. Moi qui étais une grande sportive, j'avais des douleurs jour et nuit, ça affecte aussi le sommeil. Impossible de dormir, donc j'étais dans un état lamentable, et je pesais plus que 44-45 kilos, j'étais squelettique. Okay. Donc je fais mes recherches. Et là je vois des choses sur internet qui ressemblent à ce que j'avais eu au niveau de la morsure, donc cette grosse plaque dont les gens parlent, les symptômes, et je tombe sur effectivement sujet de maladie de Lyme. Et je me dis, oh, ça c'est quand même effectivement, mais on m'a testé, j'étais négative. Et je tombe sur d'autres sujets aux États-Unis qui font de longues études qui expliquent que le test ELISA n'est pas fiable. Ok. Donc là, je me dis, il y a une ouverture, j'ai une chance. Et puis une sorte de conviction absolue que ça pouvait être que ça, parce qu'au final, l'animal, je me souvenais de ce à quoi il ressemblait, et je me dis, ok, ça y est, je pense qu'on a compris, ça doit être la maladie de Lyme. Maintenant, comment faire ? Ça, c'était le... Ouais. Donc, dis-nous tout. Comment t'as fait ? Comment faire ? Donc, je suis retournée... L'histoire est un peu rocambolée. Je suis retournée quand même au CHU et leur expliquer tout ce que j'avais pu voir, que je pensais que, est-ce qu'on pouvait me retester, etc., etc. On m'a répondu... Donc là, en gros, t'es arrivée avec toutes tes recherches oui. En consultation, oui. Et c'était plus une volonté de convaincre le professionnel de santé de dire c'est ça et c'est pas autre chose et plutôt aller dans cette direction. C'est ça. Okay. Donc j'ai eu entre guillemets la chance d'être suivi par un professeur en infectiologie très connu qui avait fait beaucoup de recherches sur d'autres maladies, mais pas forcément sur la maladie de Lyme. Mais il ne faisait confiance que dans ses propres laboratoires de son CHU. Donc il m'a dit ok, on va refaire un test. D'accord, on refait un test. Si le test est positif, je vous fais faire les tests donc plus poussés qui sont connus, qui s'appellent Western blot, qui permettent d'identifier chaque bande, on va dire, du test sanguin permettant de voir la positivité, si elle est ancienne, si elle est récente, etc. et de connaître les souches. Là, on refait le test, il est négatif. D'accord. Donc, c'était terminé, il voulait plus entendre parler de moi, c'était dans ma tête et il fallait que je l'accepte. Donc, autour de moi, ça devenait un petit peu compliqué parce que moi, j'avais vraiment misé sur le fait que c'était ça. Et que j'avais absolument rien dans ma tête, tout était normal. Et il y a eu un petit peu des doutes autour de moi, dans mon entourage proche, donc c'était pas évident non plus à gérer, parce que moi j'étais convaincue que c'était vraiment la maladie de Lyme. Donc j'ai pas lâché. Et j'ai contacté, donc là on passe encore un petit peu de temps, donc on arrive sur 2009, je pense, 2010. Ouais, okay. Le temps passe, j'ai contacté quelques médecins ici et là, rien, ça donnait rien, et je fais donc une nouvelle poussée, donc qui est vraiment très très forte, avec encore une paralysie de Bell, donc c'était quand même la deuxième. Je vais voir le Alors paralysie de Bell, on l'a pas dit. Juste... Oui, paralysie faciale, elle est unilatérale. Voilà, c'est ça, pardon. Bon, c'était très gênant, c'était très compliqué, ça dure pas très longtemps, mais enfin, impossible de fermer l'œil, enfin voilà, ça ressemble à un AVC, donc par 2 fois, on a cru que c'était... Voilà, donc, mais c'était pas ça, donc bon, voilà. Bref, le temps passe, on arrive en... Parce que, désolé, je comprends pas, parce que... Oui. Juste, donc tu as des vrais symptômes. Là, il y a des choses
on peut dire que c'est dans sa tête si on est déprimé, si on n'est pas bien, mais là, une paralysie faciale, des douleurs articulaires, c'est pas rien, en tout cas. Et même avec tout ça, en fait, on ne te prenait pas en sérieux, on te disait c'est dans ta tête, alors qu'on aurait pu dire je ne sais pas ce que vous avez, mais on va continuer à chercher, ou... Non. C'était plus le premier... Alors, dans ma tête pour certaines choses, mais il y avait toujours une explication plus ou moins rationnelle. Donc, la parasite belle venait d'un nerf ici qui s'était enflammé. D'accord. Les corps flottants venaient d'une quelconque raison. Les crampes, manque de magnésium. On m'a donné 3 tonnes de choses pour mais pallier pas une aux douleurs. explication qui... Aucune. Ok. Parce qu'en fait, personne ne savait. Donc, sauf dans le CHU où ils savaient très bien, mais donc, ils ont dénié que ce soit la maladie de Lyme, donc il n'y avait absolument aucun moyen de les convaincre, même si les antibiotiques avaient fonctionné. Pour eux, c'était quelque chose de tropical, et quand bien même, vu que j'avais eu 2 fois un traitement de 3 semaines, pour eux, c'était terminé. Il n'y avait pas de raison que ça persiste. Donc, peu importe si c'était une maladie sur laquelle on ne mettait pas de nom, mais après 2 fois 3 semaines d'antibiotiques, ça aurait dû disparaître, donc pour eux, affaire classée. Ok, voilà. J'ai bien compris. Donc en 2010, je suis enceinte de mon 2e enfant, et j'ignore si c'est une raison hormonale, peu importe, je ne sais pas, mais ça se dégrade encore. Donc là, c'était plus gérable. Sur le plan neurologique, sur le plan musculaire, sur le plan émotionnel, enfin sur tout. Il y a tout qui s'est effondré. Donc je reprends mes recherches, j'essaye de trouver véritablement un médecin, et je tombe sur le docteur Sam Donta à Boston, un spécialiste de la maladie de Lyme. On décide de l'appeler, super médecin qui prend lui-même l'appel, qui nous renseigne et qui dit écoutez voilà, nous aux États-Unis, on n'est pas forcément obligé de procéder dans un premier temps à des tests. Avant de faire des tests, on vous pose un questionnaire. Ce questionnaire compte environ 46 questions. On fait une synthèse en fonction du pourcentage, du nombre de positivités aux questions que vous avez. On peut déjà déterminer s'il y a de grandes chances que vous ayez la maladie de Lyme ou pas. Donc il me fait répondre à un tas de questions. Déjà, je me sentais un peu considérée, ça faisait du bien. Des questions bizarres comme avez-vous des crampes sous la plante des pieds? Des choses très spécifiques. Question, avez-vous des corps flottants? Tiens, oups, ça c'est étonnant. Avez-vous une paralysie faciale? Ok. Et des choses comme ça, méningite, enfin des choses qui s'additionnaient en fait sur je cochais des tremblements, la sensation de froid, état grippal, maux de tête, enfin tout, on va dire. Et à la fin du scoring, donc je crois j'avais à peu près 90%, 92% de réponses qui correspondaient au formulaire. Donc il me dit à partir d'un moment, écoutez, je pense très sincèrement que vous avez la maladie de Lyme. Les tests ELISA, vous pouvez oublier. Moi, je vous propose carrément, si votre gynécologue français est d'accord, je vous fais parvenir le protocole. Vous faites un traitement, donc c'était de la amoxicilline, parce que pour l'enfant, il fallait pas que je prenne note pendant 3 mois, les 3 premiers mois, et après vous arrêtez, et on se voit après la naissance de l'enfant. Bon. Ok. Donc je prends mon traitement, effectivement, je me sens mieux. Et là, tout se passe bien pendant toute la durée de la grossesse. De la grossesse, ouais. Aucun problème. C'était quand même une victoire, un sentiment. Donc pour moi, j'avais mis le doigt dessus, ça y est, c'était probablement la maladie de Lyme. Bon, on décide quand même d'aller plus loin là-dedans parce que bon, j'étais enceinte, tout ça, et puis il fallait quand même avoir un protocole par la suite. Il m'avait dit, là, je ne vous soigne pas, c'est plutôt pour protéger l'enfant qui ne l'attrape pas à cause de vous, on va dire, et il faut absolument mettre en place ensuite un traitement. On a une opportunité qui se présente en même temps au niveau professionnel pour mon mari à l'époque, et on part aux USA. Donc là... Donc après la naissance de... On est parti avant, il est né là-bas. On part avant, on se dit on s'installe, on met tout là-bas, une fois qu'il est né là-bas, et genre 3-4 semaines après, j'étais déjà dans un collègue du docteur Sam Donta qui était à San Diego, dans le sud, donc South California, de la Californie. Et là, je tombe sur un super médecin donc, qui me demande de tout récapituler, tout mon parcours, tout ce qui s'était passé. Et il me dit, je pense quand même que vous allez probablement avoir la maladie de Lyme, mais on ne peut pas mettre en place un très long protocole comme ça sans être sûr de ce que vous avez, quelle souche de maladie on a, s'il y a des co-infections, il m'explique tout. Donc là, je connaissais rien, donc je suis arrivée dans une situation où on me dit, waouh, ça peut être beaucoup plus compliqué que ça, ça ne se guérit pas. Ok. Ça, c'était la douche froide. Ça ne se guérit pas. Comment ça? Ben non, ça ne se guérit pas. Il y aura des poussées. On va contrôler, mais dans votre vie, il faudra apprendre à vivre avec aussi. Et il y a des gens qui en sont plus ou moins débarrassés, entre guillemets, parfois 10 ans, 15 ans, et ça peut revenir sur une baisse du système immunitaire. Donc, il m'avait expliqué qu'il fallait vraiment entretenir le système immunitaire. C'était hyper important. Ok. Juste te poser une question, mais rappelle-toi où tu t'es arrêté. Tu as dit que tu te sentais considéré.
c'était quoi c'était quoi que t'as senti là à cette époque? C'était le fait que on t'écoute, le fait que tu parles à des gens qui ont l'air de connaître cette pathologie. Qu'est-ce qui t'a fait te sentir considéré? Je crois que c'est un petit peu les deux, ou même plus que ça en fait. Je pense que le fait d'avoir cette considération, de pas me dire ça peut être dans votre tête, ou d'insister que c'était dans ma tête, c'était hyper important pour moi d'avoir cette écoute. Dans un deuxième temps, après avoir eu cette écoute qui m'a fortement rassurée, il y avait aussi cette connaissance qu'avaient les médecins dans ce domaine. Ils en avaient traité des milliers, ils connaissaient très bien la maladie, les effets secondaires possibles, tout ce qu'ils pouvaient, tout le parcours, mon parcours était absolument le même de tout ce qu'ils avaient vu pendant des années avant. Et donc j'étais pas quelqu'un isolé avec une maladie bizarre, j'étais juste une autre personne avec une maladie qu'ils avaient l'habitude de voir. Et ça m'a rassurée. Ok, top. Très bien, donc du coup, il faut être sûr que tu es la maladie de Lyme, pardon. Donc ils refont des tests, je suppose. Oui, alors... Un peu mieux calibrés, ça que... Alors, c'était pas les mêmes tests, en fait. Ah, ok, aux États-Unis, ils avaient abandonné ce test depuis un certain temps, pensant qu'il n'était pas efficace et qu'il n'était pas... Donc, ils avaient un test qui s'appelait ELISpot, que nous avons aujourd'hui, finalement, en Europe. Mais à l'époque, c'était trop tôt. Et donc, ce test ELISpot était positif. Ils ont fait un Western blot dessus qui était positif. Toutes les bandelettes répondaient positif. Ils ont fait des CD57 en plus. D'autres tests, notamment, dont je pourrais pas peut-être me rappeler aujourd'hui, mais qui étaient très pertinents, les CRP, enfin tout ce qui venait un petit peu démontrer le côté inflammatoire, en plus de l'infection de la maladie, pour permettre justement d'affirmer ou pas si c'était elle. Donc on s'est rendu compte avec les IgG qui étaient positifs que c'était une maladie très ancienne, effectivement. Les IgM étaient négatifs, puisque il n'y avait plus de traces, on va dire, de l'infection récente. Donc je me souviens très bien du médecin qui avait ses résultats à l'envers sur la table comme ça, il vient me voir, c'était assez émotionnel quand même, parce que il vient me voir et puis il me dit bon ben voilà, on a fait tous les tests possibles que nous avons ici aujourd'hui dans le plus grand labo américain qui s'appelle IGeneX, pour pas le citer, mais si, parce que c'est quand même grâce à eux que je vais mieux. Ce labo est spécialisé sur les maladies attiques, donc notamment Lyme et les co-infections. Et il me dit qu'est-ce que vous avez envie d'entendre aujourd'hui? Est-ce que vous avez plutôt envie d'entendre que vous avez la maladie de Lyme, ou que vous ne l'avez pas, parce que c'est quand même une maladie compliquée? Donc je le regarde, il me dit, vous pensez que c'est positif ou négatif? Je dis très sincèrement, moi je pense que c'est positif, parce que tout corrèle avec ce qu'on a pu voir dans les différentes années, ce que j'ai pu voir moi-même en étudiant un petit peu sur ce qui est arrivé aux autres personnes, cette érythème, cette tique morte à côté de moi, je pense que c'est positif. Et il tourne la feuille, effectivement c'était très hautement positif. D'accord. Et là, c'était un soulagement. Il y a des gens qui sauraient peut-être penser que c'est « mon Dieu, j'ai la maladie de Lyme, c'est une catastrophe ». Non, peu importe que c'était, peu importe si c'était grave ou pas, en fait, j'avais mis un an sur quelque chose qui durait. Okay. Voilà. Et pour moi, c'était la chose la plus importante. Se battre après contre une maladie, ok, mais d'abord savoir ce que c'était. Donc, ouf, c'était ça. Ça, c'était pour moi, c'était une sorte de victoire. En fait. Parce qu'avant, tu te battais, mais tu savais pas... En fait, on t'avait pas dit de manière certaine contre quoi tu te battais. Alors que là, ce jour-là, c'était ok, maintenant je vais pouvoir délivrer toutes mes forces sur la maladie de Lyme. Ok. C'est ça. Ton entourage, là, à cette époque, donc du coup, tu étais avec ta famille. Oui. Ils t'ont toujours soutenu. Enfin, t'as dit qu'il y avait des doutes et tout. Là, t'as senti aussi un soutien. Oui. Ok. Ça a un petit peu changé parce que là, vraiment, il y avait des preuves. J'étais malade, j'avais quelque chose, il n'y avait plus rien dans ma tête. C'était quelque chose d'assez sérieux qu'il fallait traiter assez rapidement. Et donc, j'avais cette crédibilité qui m'a donné aussi ce soutien, finalement, ce dont j'avais besoin. Top. La suite, parce qu'elle est peut-être pas plus drôle. Non. La suite, donc antibiothérapie pendant pratiquement 2 ans. Sans vraiment de gros effets secondaires, mais il y a une chose qui est très importante, et ça, c'est aussi une chose que les gens doivent le savoir. Parce que quand on traite la maladie de Lyme, les bactéries, quand elles meurent, donc elles libèrent certaines substances qui vont faire qu'avant d'aller mieux, on va beaucoup plus pire. Et ça, le médecin m'avait prévenu, il m'avait dit, bon, il va pas falloir s'inquiéter, on va avoir des paliers, des hauts, des bas. Et avant d'aller mieux, il faut accepter que ça soit pire et ne surtout pas arrêter le traitement, mais descendre un petit peu le dosage, l'adapter pour pouvoir justement continuer. Et donc il m'a expliqué que ça s'appelait la réaction de Jarisch-Herxheimer, Herx pour les gens qui ont l'habitude. Effectivement, j'en ai eu plein.
D'accord. Donc, je commence mes Durant ces 2 années d'antibiothérapie, ouais, ok. Ouais. Surtout au début. Après, c'était un peu plus stable. Donc, au début, par exemple, donc, l'antibiothérapie, déjà, pour donner une petite idée, c'était du plaquenil, de l'azithromycine et du oroquine. Je sais plus ce que c'est la molécule. Mais bon, Ouais, ok, un je autre. crois que la fluoroquinolone, Ouais, mais je voilà. crois. Bon, Et le plaquenil, c'est un anti-inflammatoire. Ok, ouais. et voilà, et donc en complément, et j'avais beaucoup de tout ce qui était pour protéger l'estomac, le système digestif en tant que probiotique, prébiotique, bon, un package de je ne sais pas combien de gélules par jour, et j'ai pas eu de problème dans ce sens-là. Mais le HERX, évidemment, lui, s'est manifesté après 2 semaines, 3 semaines, je crois, au début du traitement. Donc là, c'est très violent. Faut savoir que là, c'était tellement violent qu'on sort pas de chez soi. Hein. Okay. Mais il faut pas que ça fasse peur parce que c'est très court. C'est sur 2, 3, 4 jours. Enfin, pour moi, en tout cas. Donc, c'était tous les symptômes que j'avais connus durant ces années qui ressortaient. Donc, les maux de tête, les tremblements, l'état grippal. Il fallait tenir bon. Il fallait que ça passe. Donc, on descendait un petit peu les doses. Ça repartait 3, 4, 5 semaines après. Il y en avait un qui revenait. Et ainsi de suite jusqu'à ce que ça s'étale un petit peu. Et là, je commençais à me sentir mieux. Parce qu'il faut savoir que j'ai pas tout dit tout à l'heure, mais il y a eu beaucoup de problèmes articulaires graves. Par exemple, ici, le cartilage de la mâchoire est complètement détruit de ce côté-là. Donc pendant 1 an et demi, impossible d'ouvrir la bouche complètement. Je peux toujours pas d'ailleurs. Donc si un jour je dois être intubée, je dois toujours prévenir parce que c'était complètement détruit. Donc il a fallu aussi travailler là-dessus. J'ai eu des articulations qui ont souffert au niveau des lombaires, notamment l'épaule. D'accord. Et tout ça, en fait... Il y a quand même des séquelles de Il y a des séquelles, ouais. Et je les ai toujours. Donc ça, je sais qu'il faut faire avec. Mais par rapport à là où j'étais et où je me suis retrouvée après le traitement, c'était une renaissance. J'ai repris le tennis, j'ai repris le sport, j'ai repris les arts martiaux, une certaine énergie, parce qu'en fait, il faut savoir que la fatigue, c'est pas une simple petite fatigue qu'on a quand on a un rhume. C'est même une fatigue qui va au-delà de ce qu'on a en cas de grippe. Ça ressemble à des symptômes grippaux, mais très très forts. On est HS, à plat. Et peut-être une des choses aussi qu'il faut mentionner, c'est le brouillard mental. En fait, on n'arrive plus à penser. Le cerveau fait plus ses connexions correctement. On est embrouillé. Une simple réflexion sur un mot, par exemple trouver un mot, parfois c'était compliqué. Tous ces symptômes-là, neuro, étaient vraiment très très forts. Donc je fais mon traitement pendant 1 an et demi, 2 ans. Donc on est en 2012, 2013 Alors j'ai commencé le traitement après la naissance de mon fils, donc c'était en 2011. Okay. Donc là on arrive à mi-2012 environ, moitié du traitement. Pareil, je fais mes suivis avec le médecin, ça allait très bien, oui honnêtement très très bien. Donc pour moi c'était déjà une victoire énorme. J'étais prévenue que ça serait peut-être pas définitif, mais le fait de revivre normalement, de reprendre une activité physique, une activité professionnelle, enfin tout, c'était quand même une très très grande victoire. Top. Félicitations, c'est cool. Ouais. Sinon, je serais pas là. ouais. On t'avait prévenu donc du coup que t'allais aller mieux, qu'il y avait des risques de rechute, mais que ça allait être une maladie chronique, du coup qu'il n'y avait pas de guérison. Comment ça a évolué après jusqu'à, on va dire, aujourd'hui ? Alors, ça s'est très bien passé entre 2012 et 2015, une vie normale. Bon, pour moi, j'avais même espoir que ça pouvait aller plus longtemps, 10 ans, 15 ans. Il y a des gens qui étaient traités plus tôt. Il faut savoir qu'au plus on la traite tard, évidemment, plus c'est compliqué, parce qu'il fait des dégâts. Donc, 2015, rechute. Là, j'étais rentrée en Europe à ce moment-là. Donc... j'ai compris tout de suite, je les ai sentis venir, les symptômes, je les connaissais par cœur, donc ça c'est un peu plus compliqué, parce que cette maladie, on l'appelle la grande imitatrice, elle fait plein comment je pourrais dire, elle se développe, elle change en fait les symptômes donc ça évolue au fil du temps. Par exemple, je n'étais pas allergique à quoi que ce soit, et je me suis retrouvée allergique à certains aliments. Donc c'est un truc qui m'a énormément interpellée. Par exemple, des tomates. Je pouvais plus manger de tomates. Ça me donnait de l'urticaire, enfin des choses. Je n'osais plus rien manger. Donc de nouveau, mon poids chute énormément. Et là, je pouvais pas retourner à ce moment-là aux États-Unis. J'ai dû rester environ, je crois, 1 an ou 2. Je suis restée en Europe. J'ai trouvé un médecin sur l'Allemagne, parce que l'Allemagne, c'est le 2e pays le plus avancé après les États-Unis sur la maladie de Lyme. Et je suis allée là-bas, puisque j'avais complètement repoussé l'idée d'essayer en France encore une fois. Et on m'a traité de la même manière, mais sur une période plus courte, avec des antibiotiques beaucoup plus dosés, et ça n'a pas du tout été pareil. Du coup, je ne l'ai pas très bien supporté, donc les allergies se sont multipliées. L'estomac m'a donné tout ce qui était mycose, etc., alors que j'en avais pas eu une seule aux États-Unis. Il y avait moins d'attention
Dans les effets secondaires, c'était plutôt, ils recherchaient donc de traiter de manière radicale et efficace, mais sans chercher le confort du traitement. Donc ça a été beaucoup plus dur. Et j'ai pas tenu les 3 mois du traitement. Donc j'ai tenu peut-être, je crois, 1 mois et demi, mais avec des brûlures, avec des mycoses, avec des allergies. Enfin, c'était très très compliqué. Je voulais revenir sur du coup le fait que tu aies abandonné de te faire traiter en France. T'as essayé? Je refais un test, Elisa. D'accord. J'ai dû en faire 10 au total. D'accord. Mais ma question, c'est, même tout ce parcours aux États-Unis avec maintenant la certitude que tu avais la maladie de Lyme, quand tu es rentré en France, que tu as eu cette rechute, je suppose que tu es allé avec ton dossier... Au CHU. Au même CHU où tu étais traité. Et fier de moi en plus, avec mon dossier sous le bras, en disant ok, maintenant ils vont prendre au sérieux. Parce que là, j'ai la maladie de Lyme, par le plus grand labo du monde, elle a été certifiée. Eh ben non. Là, je me suis fait littéralement jeter, parce que le professeur me dit, écoutez, moi, j'ai un labo en lequel je fais confiance, on peut pas avoir meilleur labo, si mon labo dit que c'est négatif, c'est négatif. Donc, sous-entendant que les Américains voulaient en faire un commerce, ou je ne sais quoi, mais bon. Donc, quand je suis arrivé en Allemagne en 2015, la première chose qu'ils ont fait, m'ont testé aussi. Sauf que là, c'était positif aussi. Donc, il y avait quand même un problème qu'il faut savoir. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas entendre ça, mais c'est une réalité aujourd'hui, les tests français ne sont pas correctement calibrés. En tout cas, il n'y a pas de remise en question, en tout cas de... Parce que moi, c'est pas... Alors, le fait qu'on croit à ces tests et tout, ok, mais en fait, c'est... Il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que les États-Unis, c'est quand même une puissance... enfin, un pays occidental où le système de santé est ce qu'il est, mais il est l'un des meilleurs au monde, et en fait... qu'on prenne pas en compte ce diagnostic de maladie de Lyme et qu'on se repose que sur en fait des diagnostics qui n'ont pas les mêmes résultats et ne pas se remettre en question, c'est ça qui m'interpelle le plus en fait. C'était assez difficile, c'est une partie que j'ai toujours pas effacée, où je ne peux pas, disons, tourner la page, parce que cette errance médicale m'a fait perdre tellement de temps, tellement d'énergie, vraiment des phases psychologiquement où j'étais vraiment dans le trou, c'était une horreur. Si j'avais su tout ça, bon, pour ceux qui peuvent, qui ont la chance, ou moi j'avais l'opportunité puisqu'on a pu partir aux États-Unis, c'était vraiment la chose à faire. Pour ceux qui peuvent pas, c'est compliqué et je compatis beaucoup parce que ils ont une errance qui peuvent durer 20 ans, j'en ai connu. Ceux qui peuvent partir en Allemagne ou du moins y aller et revenir pour pouvoir avoir des traitements, déjà pour qu'on puisse leur prescrire des antibiotiques, parce qu'il faut quand même savoir que en France le protocole c'est 4 semaines. Donc, tant qu'on le prend au début de l'infection, les IgM sont positifs, on vous donne 4 semaines d'antibiotiques, tout va bien, c'est traité, on tourne la page, je suis d'accord. Probablement que c'est correct. Après, dans les formes chroniques et persistantes, on parle de Covid long, on parle de certaines maladies longues, oui, il y a un Lyme long. Et il y a beaucoup de pays qui commencent à le reconnaître, mais pas la France. Ok. Aujourd'hui, comment tu te sens Pas très bien. Ça allait très très bien jusqu'en 2024. Donc, puisque j'avais fait mon traitement en Allemagne, 2024, idem, ça repart. Donc je pars à Berlin cette fois-ci, parce que là c'est le plus grand centre de tests de l'Allemagne, et je décide de refaire tous les tests pour voir où j'en suis. Et grande surprise, donc on a des IgG qui étaient négatifs, ou disons limite négatifs, et des IgM positifs. Donc là, j'ai pas compris. D'accord. Donc je vais voir le médecin, je dis qu'est-ce qui se passe ? Il me dit vous Ce avez qui équivaut à une maladie active. Primo-infection, en tout cas une maladie active. Ok, très bien. Donc elle était active. Bon, c'est quelque chose d'extraordinaire, je n'étais pas préparée à ça. On refait des tests de babésiose positif, rickétiose positif, et donc Bartonella. Donc j'ai été traitée aux États-Unis initialement, et en Allemagne pour la maladie de Lyme, la Borrelia, donc Burgdorferi, borréliose. Pas pour les co-infections. D'accord. Donc ça, c'est un petit peu la chose qu'il faut aujourd'hui traiter, dans le sens où le Lyme est actif. La Bartonella, il faut savoir qu'elle agit sur les articulations, les tendons, les ligaments, et puis bon, la rickétiose, je sais pas trop. La babésiose, je sais qu'elle peut donner des problèmes cardiaques. Donc ça fait beaucoup de choses qui sont venues s'ajouter, on va dire, à ce que j'avais avant, mais c'est plus contrôlable dans le sens où j'ai quand même été traitée, les symptômes sont moins forts, donc je sens qu'il y a une poussée, mais c'est quand même, on va dire, pas aussi mauvais que ce que l'était il y a quelques années, parce que j'ai eu ces traitements. Donc aujourd'hui, il faut faire des traitements.
Donc j'ai fait un traitement en 2024, j'ai opté pour un traitement naturel pour essayer d'éviter encore les antibiotiques, parce que c'est pas forcément quelque chose de très agréable, mais ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai testé beaucoup de différentes... C'était quoi le traitement naturel? Bon, il y avait de la Artemisia annua, donc des traitements à base de plantes, hein, Ok. donc d'autres compositions, on va dire, dont LA Complex, c'est une formule américaine, mais je me sens pas mieux. Ok. Du coup, là, t'es en France. Oui. Saint-Raphaël, une très belle région. Comment tu vois la suite? Bah, vu que j'ai fait l'expérience plusieurs fois, il n'y a pas 50 solutions, il va falloir reprendre un traitement, mais il va falloir trouver quelqu'un qui me donne un traitement d'antibiotiques. Ça, c'est plus compliqué. Ayant fait cette expérience plusieurs fois, il va Alors falloir pourquoi que- c'est compliqué? Du coup, je t'avais déjà posé la question. Bah, c'est compliqué parce que... Parce que moi, ma vision des choses, c'est que en France, donc, du coup, il y a tout le système de santé où en fait un médecin te prescrit un antibiotique qui est remboursé par la sécurité sociale et tout, et voilà. Mhm. Mais chose que je ne savais pas, c'est que si jamais tu avais une ordonnance et que tu choisissais de le prendre en charge Oui. par toi-même, c'était aussi compliqué apparemment. Alors, j'ai déjà eu un médecin ou deux qui me l'ont fait ici par le passé, donc qui me mettait sur l'ordonnance non remboursée. Donc, Ouais. ça veut dire qu'il me prescrivait des antibiotiques et moi, je pouvais les obtenir sans me faire rembourser. Et là, ils n'avaient pas, entre guillemets, de difficultés avec le système de sécu français. Ok. Ces deux médecins ayant pris leur retraite, malheureusement, aujourd'hui, je ne les ai plus. Euh, C'était une solution alternative pour pouvoir avoir des traitements, disons, de 3 mois, parfois renouvelables. Voilà. Ok. Aujourd'hui, impossible. Donc, j'ai connu un médecin sur Paris qui était spécialisé de la maladie de Lyme, un Américain. Je sais pas de nom, mais il y a des gens qui sauront reconnaître de qui il s'agit. Bah, il prescrivait des antibiotiques sur une longue durée pour aider les gens, donc pour les traiter. Bon, sa licence de médecin a été révoquée. Et c'est pas le seul. Donc, c'est quelque chose qui, formellement, je peux pas dire interdit, mais controversé. On n'est pas censé prescrire les antibiotiques sur une longue durée. Et si les médecins le font, à partir d'un moment, ils ont des ennuis. C'est un sujet très Non, c'est un sujet très difficile à controversé aborder, parce parce que c'est... non, non, mais enfin après, enfin, on va pas citer de nom pour que Voilà, personne non, pas du n'ait des tout. problèmes. Mais je pense que c'est spécifiquement à la maladie de Lyme, parce que du coup, il y a des prescriptions d'antibiotiques en prévention dans certaines pathologies pour prévenir justement ces infections. Et là, il n'y a aucun souci parce que l'idée, c'est que c'est recommandé. Mhm. Mais là, je pense qu'il y a un vrai problème avec cette pathologie où, Oui. en fait, alors, moi, personnellement, je la connais pas. Enfin, je l'ai pas dit, mais le seul moment où j'ai eu affaire à des maladies de Lyme, c'est parce que ça peut donner des maladies, des complications cardiaques Oui. en aigu. Donc, du coup, Mhm. quand j'étais en unité de soins intensifs, ça donne des troubles de conduction. Et souvent, c'est les patients jeunes. Donc, du coup, toi, tu l'es encore, mais t'étais plus jeune que maintenant. Sans Pas vouloir me autant. faire taper sur les... Et donc, du coup, on se posait la question et on faisait effectivement ce panel si jamais il y avait des troubles de conduction chez les patients de 30-40 ans. Mais cette maladie chronique, je ne la connais pas, je pense pas qu'elle soit reconnue si jamais on a des problèmes à prescrire des traitements. Ok. Et ça me perturbe un peu. Il y a une évolution possible. Il y a... Alors toi, tu t'y connais bien, du coup, tu penses qu'il y a un changement dans la communauté scientifique ou pas, en tout cas en France? Je pense qu'il y a un changement parce qu'il y a énormément d'associations qui prennent le relais, dont certaines dont je fais partie. Il y a une association qui est super, qui s'appelle France Lyme, qui aide énormément les gens, qui essaye de les orienter, qui essaye de les aider à suivre ces caps. Mais c'est vraiment encore très 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 controversé. Donc moi j'ai tenté plusieurs voies. Quand je voyais que ça fonctionnait pas dans l'infectiologie, je suis allée en cardiologie. Parce que j'avais des palpitations, j'avais des problèmes, donc on voulait me soigner pour des troubles de arythmie, ensuite pour des troubles de palpitations pour raison inconnue. Donc j'ai fait 2 ans de propranolol pour rien. Mais bon, au moins on m'écoutait, on m'a fait aussi des échocardiographie pour voir s'il y avait une visibilité de la maladie de Lyme en elle-même. Rien, il n'y avait rien dans ce sens-là. En France, on n'a absolument rien trouvé. Donc je pense que oui, il y a une évolution aujourd'hui une certaine reconnaissance de la maladie dans sa forme plus récente. La forme chronique ou longue est encore très controversée, même si on commence à lui donner un nom. Avant, nous, on appelait ça aux États-Unis la maladie chronique de Lyme. Aujourd'hui, en France, on entend parler de Lyme long. Donc peut-être que c'est une forme d'évolution. En tout cas, je l'espère. Très bien, en tout cas, je l'espère aussi. T'as fait 3 systèmes de santé différents, en tout cas 3 pays différents. Oui. La France, l'Allemagne et les États-Unis. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur
Alors, on a bien compris qu'il y avait des défauts en France, mais je pense que c'est pas beau partout. Qu'est-ce que les autres ont de plus que nous? Et qu'est-ce que nous, on a de plus que les autres? Bon, si je peux Après, de ton expérience. si, Moi, si je peux commencer à l'envers, ce que nous avons de plus que les autres, c'est que le système français prend en charge tous ces traitements. Donc ça, c'est très très bien pris en charge, il n'y a pas de problème, on nous fait les examens nécessaires, pas de souci. Que ce soit aux États-Unis, le problème, c'est qu'il faut avoir un compte en banque très très bien rempli. Une simple prise de sang coûte $1 500, une consultation coûte $400. Il faut en faire une par mois. D'accord. Alors, du coup, il y a un système d'assurance, je suppose? Oui, alors, oui et non. Enfin, pour les Américains, oui, ils ont leur système à eux de mutuelle, etc. Moi, quand je suis partie aux US, on est parti comme détaché d'une société française, donc on avait en tout cas obligation de prendre une assurance qui nous couvrait là-bas. Heureusement qu'on avait ça, parce que sinon c'est hors de prix. Et elle prenait tout en charge. D'accord. Mais c'était des sommes astronomiques. Hein. Je me souviens une fois, quand j'ai eu un problème encore de paralysie faciale, j'étais aux États-Unis, j'ai passé une nuit aux urgences, pour faire un scanner, etc. Le matin, donc, je ressors, je vois la facture. C'était quand même, on était sur $7,000. Ouais. Donc, faut savoir que si on n'est pas bien assuré avant de partir, c'est même pas possible. Il faut être vraiment très très préparé à ça. Enfin, moi, je l'étais, parce que c'était un petit peu l'idée, c'est de faire ce sacrifice, entre guillemets, dire, bon, on a une opportunité de partir, on va pas attendre, on part quand même, et de toute façon, je serais bien soignée, parce que je savais qu'ils avaient la connaissance. Après, l'Allemagne, je dirais qu'ils se situent un petit peu entre les deux. C'est-à-dire qu'ils ont aussi des difficultés avec les lois, les réglementations, à prescrire. Beaucoup de médecins contournent aussi un petit peu ces régulations et arrivent à le faire. Mais on n'est pas directement sur le traitement comme on peut le faire aux États-Unis, où on vous dit, bon, ouvertement, ok, maladie de Lyme, on fait ça, on traite, on prescrit, etc. En Allemagne, on teste, on prescrit, mais c'est plus subtil, je dirais. On va vous prescrire des antibiotiques pour 2 mois, on renouvelle, on réanalyse. C'est pas comme aux États-Unis, on vous donne une prescription directement pour 6 mois et on renouvelle 2 fois. On sent qu'il y a aussi une retenue quand même. Ok. D'un point de vue relation médecin-patient, tout ce qui est empathie, tout ce qui est écoute, quel est ton ressenti? J'ai trouvé quand même beaucoup d'empathie. Parce que tu as vu, beaucoup. Je me permets de te poser la question parce que tu as vu quand même beaucoup de médecins français, du coup. Oui. Tu as vu des spécialistes américains, tu as vu des spécialistes allemands. Quel est ton ressenti sur cette relation? On peut dire que j'ai ressenti de l'empathie de partout, parce que quand on est dans un tel état, et qu'on peut, surtout pour ceux qui n'arrivaient pas à mettre un nom, ils étaient profondément désolés de ne pas pouvoir m'aider, et ils voyaient bien qu'il y avait une certaine souffrance qui était quand même là, et que ça durait, surtout, notamment mes médecins traitants, qui voyaient ce qui se passait au fil du temps, ça se dégradait, je veux dire, c'était pour eux aussi, ils pouvaient pas m'aider. Donc au bout d'un moment, il y en a même certains qui m'ont dit, je ne vois pas, je ne sais pas, je pense pas pouvoir vous aider. Ils ont essayé de m'orienter, je suis revenue chez eux parce que, voilà. Après, j'ai ressenti beaucoup d'empathie aux États-Unis. Ils ont vraiment... C'est là où je me suis sentie plus comprise, en fait, parce qu'on avait quelqu'un qui savait, et la personne avait tellement de, considération, mais aussi de satisfaction personnelle. On voyait que c'était sincère de pouvoir m'aider et de savoir qu'elle pouvait m'aider. Et que tout ce que j'avais fait jusque-là, donc de voyager jusqu'aux États-Unis, de venir, d'avoir mon fils qui naissait là-bas, donc c'était quand même un changement de vie radical et énorme, et pour eux, c'était une très très grande satisfaction d'être là pour moi. Ça, c'est un ressenti que j'ai eu qui était très très fort. En Allemagne, c'était un peu plus mécanique, on va dire, mais très efficace aussi, dans le sens où bon, les gens étaient là sans douter de ma maladie, sans me dire à aucun moment, ni aux États-Unis ni ailleurs, à aucun moment on m'a dit c'est psychosomatique, c'est dans votre tête, antidépresseur, ou même émettre le doute. Les examens étaient là, c'était ça, on traitait, point. Sur ce que tu dis, après, moi je l'ai vu, hein, mais alors j'ai pas fait d'autres systèmes de santé, mais en France on a, je pense, un peu de mal de dire je sais pas, et on a plus tendance à dire c'est dans la tête, et au lieu de dire en fait je sais pas et je ne comprends pas. Ouais. Je pense que c'est un vrai problème. Moi, je l'ai vu dans ma carrière, c'est que j'ai mis du temps à dire je ne sais pas. Parce que il est très facile de se cacher derrière 12 ans d'études et, entre guillemets, d'enfumer un patient en disant mais c'est ça et tout, voilà. En fait, je pense que c'est vraiment pas ça qu'il faut faire. Maintenant, j'ai pas peur de le dire, c'est je sais pas et tout, mais encore une fois, je reviens sur ton expérience, c'est que... Enfin, ça me choque quand même... quand on a une preuve sous les yeux
ne pas se remettre en question. Ouais. Et je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Il y a eu beaucoup d'ego. Il y a des gens, enfin, au plus les gens que j'ai rencontrés, au plus ils étaient, on va dire, expérimentés ou assis dans leur position de, par exemple, professeur qui me suivait, moi je me suis dit, je vais aller le voir parce qu'il a une réputation incroyable. Je voulais ce qu'il y avait de mieux. Ben, c'est là où j'ai trouvé un ego très très dur. En fait, c'était très difficile. Une super personne, extrêmement intelligente, une personne extraordinaire, qui, je suis sûre, a fait des prouesses dans son domaine pour autre chose. Mais la façon dont il a géré cette maladie de Lyme, donc, comme tu dis, il n'avait pas la connaissance, il aurait pu effectivement dire qu'il ne savait pas, ça me restera toujours. Est-ce que tu aurais des conseils aux personnes qui vivent oui. avec une maladie chronique? Ou même, enfin, est-ce que tu as des conseils, dis-moi, oui, sur ton expérience? J'en aurais beaucoup. Je pense qu'il ne faut pas négliger tout ce qui est complément alimentaire. Par exemple, ça m'a beaucoup aidé. Tout ce qui est support, vitamines, les minéraux, tout ça, j'ai pris beaucoup de choses en plus pour essayer de me maintenir. Et surtout l'activité physique, même si on a mal, même si... Au début, j'ai fait la faute, comme beaucoup de gens, de rester chez moi, de pas sortir parce que j'avais mal, parce que mes jambes me portaient pas bien, parce que ça brûlait, parce que un petit effort était une montagne. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il faut pas tomber dans ce piège, et il faut au contraire essayer d'aller même faire une petite promenade, faire toutes sortes de choses, une activité légèrement physique au départ, après reprendre le sport si on peut. C'était pour moi ce qui m'a permis de... Je t'ai pas payé pour dire ça. Hein. Non, mais c'est très important que tu le dises. Moi, je suis... C'est hyper important. Je crois qu'en fait, c'est ce qui a fait que mon mental a tenu. C'était le but, c'était de reprendre le tennis, dont je suis passionnée depuis que je suis enfant, et de reprendre les arts martiaux. Et je savais que j'allais pouvoir le faire, mais c'était des petits pas. Donc je me poussais, même si j'avais mal. Mais c'est ce qui m'a aidé, je pense. Et donc je crois que l'activité physique, des compléments alimentaires, pour ne pas avoir trop de carences, parce qu'en général, on a... Malheureusement, j'ai vu ça au fil du temps, les vitamines, le magnésium, le calcium, enfin, il y a beaucoup de choses qui se dérèglent, et si on ne fait pas attention à ça, évidemment, ça s'enchaîne, et ça fait beaucoup de choses. Donc, je conseillerais, oui, L'activité physique, je remets une couche, hein, mais tu n'es pas la seule, mais pas au-delà de mes patients, hein, mais même ma famille, mes potes, qui ont parfois des douleurs chroniques articulaires et qui... reprennent le sport parce qu'ils ont été piégés, comme tu l'as dit, à se dire qu'ils vont aller mieux à ne pas en faire. En fait, c'est tout le contraire. Donc, tu l'as dit, une petite promenade, une petite marche, mais reprendre cette habitude, je pense que c'est très important pour la santé, même si jamais vous êtes en très bonne santé d'ailleurs, mais encore plus si jamais vous avez une pathologie chronique, ne vous laissez pas piéger sur l'inactivité, parce que je pense que c'est le plus délétère possible. Tout à fait d'accord. Tu vois, moi j'ai le bras droit là actuellement qui me pose problème avec le coude, donc avec un nerf qui est tellement enflammé au niveau du canal tout le long, c'est pas pensable de pas jouer au tennis. Donc j'ai réappris à jouer de la main gauche. Ok. Et je me suis surpris parce que je me dis au début je vais pas y arriver, c'est trop difficile, et puis non, pas du tout. Après 1 heure, je commence à jouer, je joue de la main gauche, et j'essaye maintenant de bien muscler mon côté gauche pour pouvoir compenser la différence. Et si jamais je ne pouvais pas rejouer, j'espère, parce que quand même il y a une différence de niveau malgré tout, aussi bien... dans le futur de ma main droite, je ferai tout ce qui sera nécessaire pour jouer aussi bien la main gauche. Trop bien. Je pense qu'il faut avoir le mental aussi, c'est ça. Justement, j'allais te poser la question, t'as la joie de vivre, il t'est arrivé beaucoup de choses, du coup ça a commencé en 2001, donc en 24 ans. Comment t'as fait pour garder ce mental? J'étais convaincue, à partir d'un moment, que c'était cette maladie-là. J'avais lu beaucoup de choses positives, qu'on pouvait quand même se sentir mieux, qu'on pouvait... guérir entre guillemets pendant un certain temps, qu'on pouvait contrôler cette maladie au fil du temps, et que je confiance aussi beaucoup en la science, qu'on va trouver quelque chose qui va l'éradiquer à partir d'un moment où qu'elle reste latente et qu'elle ne se manifeste plus. Et puis encore une fois, toujours dans l'esprit de faire du sport et de pas laisser la maladie prendre le dessus. Donc je pense que c'est une question de se dire, bon, au final, il faut que je gagne. Trop bien. Quand t'as touché le fond, comment t'as fait pour rebondir? Quand j'ai touché le fond, je pense que c'est là où j'ai douté que ce soit la maladie de Lyme. Parce que parfois, c'était tellement mal au niveau des symptômes, et je me disais, s'il passe à côté de quelque chose, parce que si on passe à côté de ça, on peut passer à côté d'autres choses. Est-ce que ça peut être quelque chose de plus grave? Est-ce qu'on peut en mourir? Est-ce que ça peut me faire... Une méningite, c'était assez secouant, on va dire. Est-ce que ça aurait pu aller au-delà? Donc on se pose un certain nombre de questions. Est-ce que je vais redevenir comme avant? Est-ce que je peux mourir? Est-ce que... Voilà, qu'est-ce qui va se passer, en gros? Le pire, c'est l'incertitude, c'était de... Ouais, l'incertitude, ouais. Parce que tu jonglais entre ta certitude que c'était cette pathologie, mais le fait que tous les résultats soient revenus négatifs, et que
il y avait un certain doute à partir d'un moment, voilà. Ça, surtout au début, va dire les 10 premières années, hein, donc jusqu'à ce que je puisse aller aux États-Unis, sachant pas ce que j'avais, air médical, même si j'étais convaincue que ça soit ça, il y avait aucune évidence à ce moment-là. Donc ça aurait pu être autre chose, la sclérose en plaques, oui, j'y ai pensé quand on m'a dit que c'était probablement ça, et j'ai malheureusement vu un cousin de 40 ans décéder de ça. Oui, là, je crois que c'était le plus bas, en fait, où je me suis dit, c'est peut-être aussi ce qui va se passer pour moi. Pour toutes ces personnes qui, dire des entourages qui Oui. doutent, qui ne les soutiennent pas, t'as des conseils? Mais je les conseille surtout pour l'entourage, parce qu'en fait, je crois qu'il faut énormément soutenir les gens qui ont ces maladies ou ces co-infections, peu importe. Sachant qu'on est très perturbé, on est beaucoup plus émotionnel parce qu'on est plein de doutes, parce que plein de gens émettent déjà beaucoup de doutes sur notre maladie, donc ça fait beaucoup de doutes au final. Et si les accompagnants, donc des malades, ne sont pas là pour les soutenir, tant dans des tâches du quotidien qui deviennent très difficiles quand on est vraiment très malade, tant que sur le plan moral, ou les forcer un petit peu à sortir, les faire bouger, leur donner un peu de conviction, en fait, de patienter. S'il n'y a pas de traitement, je crois que c'est hyper important. Je dirais que c'est la chose la plus importante, c'est se sentir soutenu. Que les patients ont le sentiment qu'on est là pour eux, qu'on va les aider, que c'est compliqué, que ça a l'air d'être une montagne, mais en les aidant, on peut tout faire, on peut avancer, on peut s'améliorer, on peut supporter la maladie, on peut la vaincre, mais sans le support, je pense, des proches, c'est compliqué. Parce que là, on arrive dans le même côté que le corps médical qui, à un moment donné, nous dit c'est psychosomatique, et je connais des gens qui ont eu aussi la maladie de Lyme, où pas de support, pas de soutien, je crois que là, les gens s'effondrent dans une dépression massive, et ça peut aller dans quelque chose de très très grave. Parce que si on nous dit que c'est psychosomatique et que la famille le pense aussi, ça donne très peu de chance à la personne d'avoir toutes ses chances pour guérir. Archi d'accord. Après, sans remettre en cause la difficulté de ton parcours, je pense que ça a été un peu plus simple pour ton entourage, parce que toi-même, tu n'as jamais douté. Je pense qu'il y a des... Alors, sans leur manquer de respect, ou voilà, mais il y a des patients qui ont des maladies chroniques bien diagnostiquées et tout, mais qui en jouent et qui demandent toute l'aide du monde et toute de la Terre parce qu'ils ont cette pathologie chronique. Je pense que le but, c'est vraiment de tout faire pour aller mieux et d'être une équipe avec le patient, l'entourage et l'équipe médicale pour toujours aller dans le bon sens. Je pense que, pour résumer, c'est le fait que quand on est malade sans savoir ce qu'on a, et on voit cette diminution physique, cette diminution intellectuelle, parce que ça l'affecte aussi dans le sens où on ne peut pas raisonner facilement. On a ce brouillard mental qui fait qu'on est toujours un peu à côté de la plaque. Et ça, c'est quelque chose qu'on s'en rend compte nous-mêmes. On voit qu'on diminue, tant intellectuellement que physiquement. Et quand on vous dit donc que c'est dans votre tête, et que l'entourage commence à le croire, ça va très très vite de toucher le fond à ce moment-là. Ça, c'est hyper dangereux, je dirais, pour des gens qui sont... Il faut savoir qu'il y a un très grand nombre de gens, et ça, on n'en parle nulle part, on le sait par le biais d'associations ou autres, nombre de suicides dans la maladie de Lyme. C'est énorme. Les gens viennent à se suicider parce que c'est insupportable à certains moments, tant les douleurs, tant que le brouillard mental, et surtout, s'il n'y a pas de soutien. Si on commence à douter d'eux, c'est pas la maladie de Lyme qui peut faire ci, moi je l'ai entendu, c'est quand même pas la maladie de Lyme qui peut faire ça. Oui, on a des sautes d'humeur, on a des humeurs qui varient, il y a plein de choses qui se passent quand on est malade, parce que faut quand même savoir, les Allemands appellent ça une neuroborréliose, donc ça touche le système nerveux central, donc on est perturbé de part et d'autre dans le corps, pas seulement dans les membres inférieurs, supérieurs ou ailleurs, dans la tête, on est complètement perturbé aussi. Et il y a des gens, je peux bien comprendre, des accompagnants qui peuvent aussi avoir beaucoup de difficultés avec ça, parce que des gens qui ont des troubles du comportement, ça peut aller jusque-là, même au-delà, c'est dur à gérer. Donc c'est aussi pas forcément évident pour les accompagnants, mais il faut qu'ils soutiennent leur membre de famille. Et surtout que, moi dans ma vision, c'est que à partir du moment où tu as des troubles du comportement trop importants, je pense que c'est là où on peut très vite te mettre dans une case en disant en fait c'est que dans ta tête, et je pense qu'il y a un point de non-retour qui peut être atteint. Il y en a qui malheureusement passent de ce côté et ils n'en sortent pas. Parce qu'ils sont classifiés comme... Et je pense que c'est vrai pour la maladie de Lyme, mais c'est vrai, je pense, pour d'autres choses, oui. Plein d'autres maladies. Parce qu'effectivement, en 2025, on connaît beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas. Et justement, je reviens à dire, c'est au lieu de dire je sais pas, on a tendance à dire c'est dans la tête, ou c'est la dépression, ou c'est d'autres choses. Enfin, bref. On a fait un bon tour. Est-ce qu'il y a des choses
que tu voulais aborder et que j'ai pas pris le temps de te poser? Non, je pense qu'on a fait un tour assez large quand même. Bon, c'est vrai que c'est résumé dans un très très grand, enfin très concentré, parce que c'est quand même 20 et quelques années de vie, avec beaucoup de symptômes de choses. Je pense qu'on pourrait très bien élaborer, peut-être même dans une autre vidéo un jour, parler de ce fameux questionnaire qui peut quand même aider énormément les gens. Donc il y a des médecins très connus aux États-Unis. Il y a le docteur Burascano qui était le premier à faire ce questionnaire. Aujourd'hui, le docteur Horowitz, qui est très connu, qui est spécialiste, qui vient souvent en Europe d'ailleurs, de la maladie de Lyme, utilise ces questionnaires pour essayer de dégrossir un petit peu. Et c'est vrai qu'il est très très bien fait. Et comme la maladie de Lyme est une grande imitatrice, ça peut ressembler à tout et n'importe quoi comme maladie. Mais quand ces symptômes-là sont liés, on peut quand même vraiment s'en servir pour commencer à penser à ça. Et il y a beaucoup de gens peut-être qui sont dans une errance médicale, peut-être ça serait bien qu'ils prennent connaissance que ce formulaire est accessible à tout le monde gratuitement sur Internet, et que ça pourrait être bien de le présenter éventuellement à leur médecin, en parler, peut-être essayer d'avoir une première introduction dans ce sens-là pour penser à la maladie de Lyme. Parce qu'il y en a beaucoup en ce moment, même en France. J'avais une dernière question. Tu as fait beaucoup de recherches sur cette pathologie, sur d'autres pathologies et tout. Est-ce que tu penses que si tout ce qui t'est arrivé serait arrivé 20 ans plus tard, à l'ère de l'intelligence artificielle et tout, ça t'aurait aidé? Oui. Est-ce que tu peux donner des conseils aux gens? Parce que tu as fait énormément de recherches. Alors moi, personnellement, il y a deux camps. Il y a les médecins qui disent que Internet, c'est de la merde, l'intelligence artificielle, c'est de la merde, et que il y a que nous qui sommes sachants, et que voilà, dans l'extrême. Et il y a l'autre extrême qui dit que, bien sûr, il faut chercher, mais on trouve tout et n'importe quoi. Et justement, l'équipe médicale, on est là pour un peu faire le tri et ne pas partir dans tous les sens, on va dire. Toi, quel est ton ressenti? Si tu as des conseils, il y a des fois où tu es parti dans tous les sens, il y a des fois où peut-être des outils scientifiques qui t'ont permis d'aller plus loin, ou des outils non scientifiques qui t'ont permis d'aller plus bas. Enfin, comment t'as fait le tri en fait? J'aurais bien aimé avoir l'IA à l'époque, parce que ça m'a pris des mois de recherche en fait de mon côté, de comprendre comment fonctionnaient les tests, comment ils étaient calibrés, de comprendre comment on lisait les bandes, pourquoi certaines étaient positives, d'autres négatives, lesquelles avaient une importance réelle dans la positivité. Tout ça, ça prend un temps énorme. Aujourd'hui, on demande à ChatGPT de le faire, ou à n'importe quelle IA d'ailleurs. Même le formulaire, si par exemple vous voulez voir le formulaire du docteur Burascano ou Horowitz, on tape sur ChatGPT, il sort. Et ça évite de faire des tas de recherches. J'aurais beaucoup aimé avoir l'IA. J'avoue que je m'en sers encore aujourd'hui, même pour ce genre de questions, quand j'ai un doute sur un symptôme et que j'aimerais savoir s'il peut être lié à ma phase poussée de maladie de Lyme ou une co-infection. Bah oui, je pose la question à l'IA parce que, dans un certain sens, c'est pas bien ce que je vais dire, mais je lui trouve parfois plus d'empathie. Elle a moins de doutes, elle a parfois plus d'empathie et elle me donne des explications très larges. Évidemment, avec le savoir de l'IA, c'est comme faire, pour moi, des mois de recherche. Et après, bien sûr, j'en tire mon propre parti, je regarde ce qu'elle me dit et si ça correspond, mais oui, je pense que c'est très pertinent quand même. Je suis curieux d'avoir ton avis aussi, c'est parce que visiblement, tu connais beaucoup plus que moi sur la maladie de Lyme, mais je t'en veux pas. Mais je pense, justement, avec cette ère technologique qui arrive déjà avant, mais surtout maintenant, va y avoir de plus en plus de patients qui vont en connaître beaucoup plus que les 12 ans d'études des médecins. Comment tu vois, en fait, cette... je sais pas, dans l'avenir, c'est purement ton avis, hein, mais comment tu vois cette relation patient-médecin, comment tu vois le rôle du médecin dans le système de santé? Est-ce que tu penses qu'il y aura toujours une certaine pertinence? Oui, bien sûr, toujours une certaine pertinence. Après, de ce que j'ai pu rencontrer dans ces 20 et quelques années, c'est que quand on a des maladies comme ça, un peu particulières, qui sont un peu controversées ou rejetées, je pourrais dire, les gens que j'ai rencontrés étaient tous très très bien formés, comme moi. Ils se sont informés, ils ont fait leurs recherches. Je pense que si on faisait pas ça, on n'avait aucune chance d'arriver à mettre un doigt sur le nom de cette maladie, sur le diagnostic, et encore mieux pour avoir un traitement. Après, je pense que même s'il y a l'IA, ça remplace pas un médecin, en tout cas pas aujourd'hui. Ça, je pense que c'est trop tôt pour en venir là. Le médecin a son vécu, il a ses expériences, ce qu'il a déjà vu, comment ça s'est passé. Elle est formée. L'IA, elle rassemble tout ça, qu'elle prend les informations plus ou moins sur Internet. C'est vrai que ça peut faire, on peut dire un pré-diagnostic.
je dirais pourquoi pas l'IA pour un pré-diagnostic, mais je pense que le diagnostic lui-même doit toujours être fait par un médecin. Après, sur ton expérience, je dirais que l'IA, par exemple, n'a pas d'ego. L'IA t'écoutera toujours. Après, moi, ce que je dis, c'est que là, enfin, je sais pas, on est le 17 novembre, je pense que ce mois-ci, il y a, sans rien, une dizaine de patients qui m'ont parlé de ChatGPT en disant c'est mon grand ami, je suis allé le voir et tout. Et je sais que je discute avec des confrères qui disent que à partir du moment où ils entendent ce mot, c'est limite, tu sors de mon cabinet et je veux pas en entendre, alors que moi, je prends le temps d'écouter. Et bien sûr que je connais pas tout, et il y a certaines choses que je connais pas. Moi, je pense qu'il va y avoir un vrai shift. T'as raison que le médecin ne va pas être remplacé, mais je sais pas où ça va aller, mais je sais que mon métier ne va pas être pratiqué de la même manière aujourd'hui que dans 3 ans, comme je le pratique pas, enfin en tout cas mes confrères le pratiqueraient pas de la même manière que moi ou il y a 10 ans. Mais c'est important, en tout cas, merci pour cette conversation, parce que... Je t'en prie. J'ai appris beaucoup de choses. Je pense que du côté patient, parfois le plus important, c'est juste de se sentir écouté. C'est ce que j'essaye de faire le plus souvent possible. Même si parfois on n'a pas le temps, même si parfois on est dans le rush et tout. Et peut-être aussi de juste dire je sais pas. Je pense que c'est peut-être les 3 mots les plus importants. Je pense que l'IA, enfin pour conclure sur l'IA, je pense que si les médecins admettaient dans un certain sens qu'une IA, je pense aujourd'hui, et je l'ai vu personnellement, est capable de poser un diagnostic très précis. Par exemple, ma mère, l'année dernière, était très malade. Le médecin est passé complètement à côté, elle avait des ganglions partout. Donc, bien sûr, je m'inquiète, donc je questionne l'IA, qui émet 1 ou 2 hypothèses. Le médecin est passé complètement à côté. Elle avait un lymphome à grande cellule B, donc très grave, très percutant, quelque chose de très court, sur un très court temps. Moi, j'avais questionné l'IA, et dès le départ, avec les symptômes, avec photo donc, de ces ganglions, surtout au sus-claviculaire notamment, qui est très parlant, l'IA me dit probablement que c'est un lymphome, tu dois faire ça, ça, ça et ça. Le médecin a persisté en disant que non, c'était pas ça du tout, c'était maladie d'Epstein-Barr qui peut créer des ganglions, etc. etc. Au final, c'était bien un lymphome. Donc, il y a je dirais, un côté où il ne faut pas réfuter l'IA, ça peut être très positif, et certains médecins le rejettent, ce qui était le cas, et elle a perdu quand même 6 mois, donc ce qui est énorme sur une maladie aussi grave. Donc pour l'IA, moi je suis plutôt pour, mais ça doit être ensuite trié et confirmé par un médecin. Mais ça peut aider aussi. Je pense que c'est politiquement correct de dire ça, mais dans 2 ans, enfin peut-être moins, mais peut-être plus, en fait, on dira plus faut que ça soit confirmé par un médecin. Ouais, parce que honnêtement, même sur le fait, quand on comprend comment ça marche, moi je me base sur effectivement 12 ans d'études et du coup 35 ans et je sais pas 10 ans d'expérience, on va dire. Alors que l'IA, elle se base sur des milliards d'années d'expérience de tous les médecins, de tout Internet. Et il y a un moment, quand elle saura trier les données de manière la plus précise possible, il y aura en fait une quasi-impossibilité de se tromper, comme nous on peut se tromper, mais l'erreur médicale sera beaucoup plus fine avec l'IA qu'avec les médecins. Et c'est pour ça que, enfin je suis pas stressé, hein, je me lève pas genre en tremblant tous les jours, mais c'est pour ça que je me demande vraiment comment va évoluer notre métier. Enfin bref, on finira sur ça. Okay. Merci beaucoup. En tout cas, si jamais vous avez des questions sur la maladie de Lyme, sur les maladies chroniques, à poser à Muriel sur son expérience, ou à moi-même, n'hésitez pas à les poser en commentaire, c'est ça ? Oui. Si jamais vous aimez ce genre d'interview, de podcast patient, moi j'ai appris énormément de choses. Vraiment, je pense que je vais être un meilleur médecin aujourd'hui que hier. Et si jamais vous aimez, likez et n'hésitez pas à le partager. Merci Muriel. Merci.